bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission InnoRobot. Aujourd'hui, nous accueillons Baptiste Isabé, neuropsychologue et chercheur au Broca Living Lab, qui va nous parler du Broca Living Lab et des robots de téléprésence. Baptiste. Bonjour, merci de me recevoir, c'est très gentil de l'invitation. Effectivement, donc, je suis Baptiste Isabé, je travaille au Broca Living Lab, donc, qui est le laboratoire de recherche de l'hôpital Broca, qui est un hôpital gériatrique, donc, qui prend en charge exclusivement des personnes âgées avec des troubles cognitifs, neurocognitifs, psychocomportementaux et tout ce qui peut être lié à la souffrance ou on va dire, pas vraiment nécessairement à la souffrance, mais en tout cas aux maladies liées aux personnes âgées. Et donc au Broca Living Lab, nous avons un pôle recherche qui est consacré principalement aux nouvelles technologies, aux prises en charge innovantes, on va dire, donc avec des robots. On a quelques robots, on propose des ateliers, d'autres choses. On a également ce qu'on peut appeler des avatars virtuels qui permettent de coacher ou de s'entraîner pour des soignants, des aidants ou autres. Et on a aussi toute une partie support d'information et de communication, donc dans le but d'aider, d'assister les aidants, les soignants, les professionnels de la santé ou autres professionnels d'ailleurs qui peuvent être amenés à travailler avec des personnes âgées ou même avec des professionnels de la santé, parce qu'il n'y a pas que les médecins, les infirmiers et ainsi de suite au sein d'un hôpital, il y a aussi toute la logistique qu'il faut prendre en compte. Donc il y a plusieurs projets sur lesquels on travaille au Broca Living Lab. Et moi, plus particulièrement, je travaille sur un projet de recherche qui propose de mettre au domicile, donc d'implémenter des robots de téléprésence au domicile des personnes âgées. D'accord. Voilà. Et ces robots, ils ont déjà, vous avez déjà pu commencer les recherches? Est-ce qu'ils ont déjà Exactement, tout à fait. Donc moi, je travaille sur ce projet depuis 3 ans, pas loin de 3 ans, dans le cadre d'une thèse de doctorat, où il a fallu tout, comment vous dire, tout conceptualiser, créer et proposer. Donc en fait, ce projet, à l'origine, a été élaboré par Gérondif, la Fondation du domicile et la région Île-de-France, et le Broca Living Lab. Et donc moi, je suis en fait amené à mener à bien cette étude au Broca Living Lab, avec mes collègues avec qui je travaille, et de proposer cette étude aux personnes âgées qui vivent à domicile. Donc ça s'est déroulé de plusieurs façons, en fait, si vous voulez. On a, dans un premier temps, conceptualisé le projet, c'est-à-dire qu'il a fallu créer un protocole, enfin même avant, les entités avec qui je travaille aussi, les structures, ont réfléchi à tout ça. Donc ils ont mis en place un plan de financement, et tout le toin, vous connaissez. Et derrière, donc nous, le côté recherche, on va dire, on a élaboré et conceptualisé ce projet avec la création de protocoles. On a aussi réfléchi à comment et surtout à qui proposer cette étude. Donc on a réfléchi à des sujets qu'on a recrutés ensuite derrière. Et une fois qu'on avait fait tout ça, on a proposé ces robots de téléprésence à les personnes qui étaient volontaires pour accepter et accueillir le robot à leur domicile, pour le tester et nous faire des feedbacks sur son utilisation. On avait deux objectifs, on va dire un principal qui était de mesurer un petit peu l'impact de ces robots de téléprésence sur le sentiment de solitude chez les participants, mais également de mesurer aussi l'acceptabilité et l'utilisabilité de ces robots auprès de ces personnes. Autrement dit, voir si le robot était adapté à l'environnement de la personne, si ces personnes l'utilisaient, si elles l'acceptaient finalement dans leur quotidien. Et donc, une fois qu'on avait fait tout ça, ça nous permet de recueillir un petit peu les retours de chacun et d'avoir quelques résultats plus ou moins intéressants. Ça dépend, parfois on a des très bons résultats enfin, il n'y a pas de mauvais résultats, mais il y a des résultats plutôt intéressants, d'autres un peu moins, et ensuite on en discute. Et donc là, on est en train de terminer un petit peu la phase expérimentale de ce projet. Donc on est sur la fin de la phase expérimentale. Donc on a retiré les robots de chez les participants, et on est en train de traiter un petit peu les données, de les analyser en fait. Okay. Et du coup, ça a représenté combien de participants à peu près? Alors le projet, on avait pour objectif de recruter 60 participants. Donc sur ces 60 participants, on avait prévu ces 60 personnes et de recruter des personnes qui vivent à domicile. Voilà, on a des critères d'inclusion et d'exclusion, donc qui vivent à domicile, qui vivent en Île-de-France, puisque c'est un projet qui du coup est porté par la région Île-de-France, donc c'était logique de
de prévoir ça. Des personnes qui n'ont pas de troubles neurocognitifs modérés ou majeurs, parce qu'en fait, ça reste quand même un outil qu'on expérimente et ça demande quand même certaines compétences cognitives pour pouvoir utiliser ces outils, parce que surtout que les personnes âgées ne sont pas forcément familiarisées de ces nouveaux outils. Donc, on a préféré prendre des personnes autonomes ou avec des troubles cognitifs très légers. Voilà, on avait un cut-off par rapport à une mesure que l'on a faite et on n'allait pas en dessous de cette ligne de score sur cette mesure. Ça, c'était les critères d'inclusion. Et les critères de non-inclusion, on a aussi exclu les personnes qui qui n'étaient pas sous tutelle ni curatelle, pour faciliter en fait le recrutement. Oui. Voilà, c'était juste pour des questions pratiques de simplicité en fait. Et donc finalement, on a recruté 56 personnes. Voilà, on avait un objectif de 60, on a pu en recruter 56 personnes, ce qui est un panel assez important compte tenu de ce type d'études. Parce que je vais vous raconter un petit peu le protocole qui est assez lourd. Donc on a pour objectif d'implémenter ce robot de téléprésence au domicile des participants durant 3 mois. Et un robot de téléprésence, ça a la taille d'un homme, d'un humain quasiment. Donc oui, ça prend quand même de la place. C'est un robot, ça filme, ça parle. Ça peut être un petit peu intrusif et ça peut faire peur aux participants. Bien sûr. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais pour aller un peu plus dans le détail, pour que tout le monde puisse comprendre un peu ce qu'est qu'un robot de téléprésence, un robot de téléprésence, c'est un robot qui permet de mettre en relation 2 individus qui sont situés dans 2 environnements différents. Donc il y aura 2 types d'utilisateurs. L'utilisateur principal, qui a le robot en face de lui, qui est au domicile, exactement dans le cadre de notre étude, donc qui accueillera le robot à son domicile, et l'utilisateur secondaire. C'est l'utilisateur qui est à distance. Donc ça peut être une personne qui fait partie du personnel soignant, ça peut être un proche aidant ou familial ou amical, peu importe. Ou même là, dans notre cadre d'études, on a aussi des animateurs qui proposaient des ateliers en direct, live. Donc ça pouvait être de la gym douce, des visites virtuelles de musées. Voilà, il y avait différents projets, différentes activités, que ce soit intellectuelles, de stimulation un peu intellectuelle ou culturelle, et ainsi de suite. Et donc, l'objectif de ces 2 individus qui sont situés dans 2 environnements différents est de communiquer et d'échanger. Donc, par l'intermédiaire d'Internet, donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le robot ne fonctionne que s'il y a Internet, ça faisait partie aussi des critères d'inclusion. Les 2 individus peuvent faire un appel vidéo avec l'ordinateur de l'utilisateur secondaire et le robot de l'utilisateur principal. Donc, il y a le robot à son domicile. Et ensuite, ils échangent comme dans WhatsApp, comme dans une FaceTime ou Zoom ou autre. Voilà, c'est le même principe. Et donc, ces personnes ont la possibilité d'interagir. La petite différence quand même, qui est quand même une grosse différence quand on prend en compte les robots de téléprésence, parce qu'on pourrait me dire, mais pourquoi, quelle est la différence entre un téléphone, un ordinateur, un robot de téléprésence? Finalement, c'est que vous avez les robots de téléprésence, ce sont des machines qui peuvent circuler et donner cette sensation de présence aux côtés des utilisateurs principaux. C'est la raison pour laquelle on avait pour objectif de mesurer aussi le sentiment de solitude des personnes âgées qui participaient à l'étude. Et donc ces personnes-là qui ont le robot à leur domicile peuvent se trouver, je ne sais pas moi, dans leur cuisine et l'utilisateur secondaire qui appelle cette première personne qui a le robot à la maison, qui aura du coup lancé l'appel, a la possibilité de se diriger et donc de contrôler le robot et de se rendre directement dans la cuisine de l'utilisateur principal. Du coup, c'est l'utilisateur secondaire qui déplace le robot, mais le robot ne se déplace pas tout seul dans la maison. Exactement. Voilà. Oui, c'est plutôt rassurant. Voilà. Et bien évidemment, il faut l'accord de tout le monde, parce que vous imaginez bien qu'il y a quand même une réglementation, il y a un cadre éthique qu'il faut respecter, parce que quand on entend ça, parfois on peut se dire, oui, mais qu'en est-il de la protection de la vie privée? Exactement. Donc bien évidemment que tous les participants qui ont participé donnent leur consentement de participation et ont compris tout à fait l'enjeu de l'étude et savent tout à fait que c'est un cas qui peut se présenter, c'est-à-dire que la personne à distance peut se déplacer dans son domicile. Sans accord, les participants ne participent pas et de toute façon, on n'est pas là pour espionner non plus les participants, ce n'était pas le but premier. Mais voilà, il faut quand même faire attention à toutes ces choses-là. Les dérives possibles qu'il peut y avoir avec ce type de robot. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans l'étude, ce sont des choses que l'on mesure également. Ça fait partie des objectifs secondaires. On mesure l'éthique notamment, on mesure l'éthique, on ne peut pas mesurer l'éthique, mais on réfléchit en tout cas à des concepts éthiques qui peuvent être liés à cette problématique en fait, à l'étude.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'utilisateur secondaire a la possibilité d'incarner le robot à distance, donc comme une sorte d'avatar, et sa présence est simulée par le robot qui est une entité physique à côté de l'utilisateur principal, pardon. Oui. Donc la personne âgée dans notre cas. Et donc notamment ce qui est assez rigolo, je vais vous raconter une petite anecdote qu'on a eue pendant l'étude, c'est qu'on a eu quelques participants qui ont fait des dîners avec leur famille, avec leurs proches, en utilisant le robot en face de la table. Donc ils avaient le robot en face d'eux et ils mangeaient avec leurs Exactement. Donc ça pouvait ramener en plus un petit côté sympa, du coup une sorte de convivialité, malgré la distance qui pouvait séparer ces deux personnes finalement. Donc c'est ça qui était assez rigolo. Voilà, c'est une petite anecdote que j'avais gardée en tête en plus. Et donc là, vous disiez, vous êtes arrivé au moment où vous retirez finalement les robots de chez les participants. Et donc là, vous êtes en train de mesurer l'impact qu'ont eu ces robots pendant ces 3 mois. Exactement. Est-ce qu'il y a déjà des résultats assez… Alors on a quelques résultats qui ne sont pas encore définitifs puisqu'on est encore en cours d'analyse. Je peux vous en parler un petit peu. Bien évidemment, il faudra faire attention à comment on les interprète parce que moi-même qui suis dans l'étude depuis 3 ans, je ne sais pas encore réellement comment les interpréter puisqu'on est encore sur le sujet. Là, ce que je peux vous dire, c'est que les résultats semblent plutôt intéressants concernant le sentiment de solitude. On a pu remarquer que chez certaines personnes, enfin même sur notre échantillon total, il y a une diminution du sentiment de solitude qui pouvait être présent suite à l'implémentation des robots de téléprésence. Également pour le sentiment de soutien social perçu, c'est-à-dire qu'on mesurait aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que est-ce que les personnes ont l'impression de se sentir soutenues par leur entourage proche, que ce soit familial, amical ou autre. Et donc on a remarqué que ça pouvait aussi un petit peu améliorer certaines choses. Pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin, en dire plus parce qu'on n'en est vraiment que là. Par contre, ce qui est très intéressant, je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on mesure souvent, nous, dans nos études, en tout cas au Broca Living Lab, on mesure principalement l'acceptabilité de l'outil. Parce que si l'outil n'est pas accepté, il n'est pas utilisé et il ne sert à rien. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que les participants, qui, je le rappelle, ont plus de 65 ans, qui sont des personnes âgées, qui ne sont pas forcément familiarisées des nouveaux outils numériques, acceptent cet outil et l'ont utilisé. On a eu une bonne acceptation de l'outil avec une intention d'utilisation assez importante. Et donc ça, c'est très important pour nous parce que, en fait, on ne peut pas recommander un outil s'il n'est pas utilisé et s'il n'est pas accepté. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de proposer à l'avenir ce type d'outil pour certaines prises en charge, que ce soit pour le domicile ou même pour l'hôpital, des maisons de retraite ou des résidences seniors, peut-être. Est-ce que le public du coup qui a accepté ces robots de téléprésence était déjà formé et habitué à utiliser le numérique ou il n'en avait aucune utilisation Alors, il y a plusieurs profils et c'est assez intéressant justement d'en discuter puisque ces 2 profils nous ont donné forcément 2 résultats un peu différents. Donc, on a ceux qui étaient familiers, on va dire, de ces outils, donc qui utilisent des smartphones quotidiennement, des ordinateurs, qui font des Zooms ou autres… qui sont habitués. Exactement, qui sont tout à fait habitués. Donc, eux, ils ont trouvé que l'outil était peut-être un peu trop simple, parce qu'à l'origine, cet outil a été conçu pour des personnes en perte d'autonomie, donc il a été simplifié, et ce qui est normal, parce que sinon, ce serait un petit peu trop compliqué, notamment pour des personnes âgées qui ne sont pas familiers de ces outils. Donc, les personnes qui ont l'habitude d'utiliser ces nouvelles technologies, ont trouvé que le robot pouvait être un petit peu trop simple. Mais ils ont quand même trouvé, ils l'ont accepté quand même, parce qu'ils ont quand même trouvé un avantage à l'utiliser, notamment pour des personnes en perte d'autonomie. Donc c'est un petit peu ce qu'on vise aussi. Donc l'un dans l'autre, même si eux ne l'ont pas forcément utilisé comme on l'aurait souhaité, ils nous ont quand même donné des résultats intéressants. Et ils trouvent que ce robot a tout à fait sa place. Il parlait notamment d'EHPAD ou de résidences seniors. Et les personnes qui, eux, n'étaient pas familiarisées de ces nouveaux outils, se sont assez bien familiarisés avec le robot parce que, comme je le disais, ça reste une plateforme et un outil simplifié. Donc il reste facile d'accès. Bien évidemment, il y a toujours 2-3 individus qui ont des difficultés malgré la simplicité d'utilisation du robot, qui ont des difficultés à l'utiliser, à le prendre en main. Mais ce n'est pas nécessairement parce que c'est compliqué ou parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ce robot. On a quelques résultats qui ont montré que je ne pourrais pas vous dire, mais un certain pourcentage de nos participants qui ont estimé qu'en fait, il manquait un peu de formation. Et de fait, parce que dans le cadre de l'étude, on avait une formation qui était d'à peu près 1 heure.
Ok, rapide. Ce qui peut être relativement rapide. Et je pense que c'est ce qu'on va conclure dans notre résultat d'étude. Parce qu'on va faire des recommandations d'utilisation finalement. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont dit ça aurait été bien d'avoir plusieurs formations sur plusieurs temps, ou alors d'avoir quelqu'un qui rappelait une semaine après, 2 semaines après pour voir si tout se passait bien et en refaire une formation si nécessaire, ou même des formations de groupe. Donc voilà, on a eu plusieurs solutions, plusieurs propositions de solutions pour pouvoir améliorer un petit peu cette dimension-là, on va dire, cet aspect-là. Ok, donc en soi une étude qui est quand même concluante au stade actuel. Au stade actuel, c'est plutôt intéressant et prometteur. Maintenant, je ne voudrais pas en dire trop parce que il faut toujours prendre des précautions parce que déjà, d'une part, il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. Ce qu'on va traiter, de toute façon, ça sera un résultat et on dira ce qui s'est passé, tel que ça s'est passé. Et ensuite, si on conclut que cet outil est viable et intéressant pour les personnes en perte d'autonomie, on le dira, il n'y a pas de souci. Et au contraire, on va plutôt en faire la promotion parce que si c'est pour améliorer le bien-être des participants, enfin en tout cas, pas des participants parce que ça ne sera plus des participants, mais des personnes âgées en perte d'autonomie, c'est super, c'est génial. Autant le promouvoir, exactement. Là, pour le moment, on n'en est pas encore à ce stade. Ça reste, même si on arrive sur la fin de la phase expérimentale et qu'on est en train de traiter les données, on va faire quand même attention, on prend quelques précautions. Et comme on fait toujours en recherche, je veux dire, vaut mieux, avant que tout soit terminé, quand même faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on peut conclure, ce qu'on peut envisager. Et puis, ça arrive très régulièrement que de temps en temps, à la fin, hop, ça change et on se rend compte qu'en fait, on a mal fait même quelque chose. Et en fait, oui, c'était plus ça. Mais c'est tout à fait intéressant aussi. C'est partie de la recherche aussi. Exactement, tout à fait. Ouais. Et du coup, si vous disiez les personnes, vous les avez cherchées, vous les avez trouvées, est-ce que ces personnes peuvent venir à vous et vous contacter dans le cadre de recherche ou vous recherchez que dans une structure en particulier? Alors là, on parle de plus de recrutement. Oui, de recrutement de personnes. Alors nous, on a j'allais dire des millions de projets. On a beaucoup de projets qui sont en cours simultanément au laboratoire. Et donc moi, je travaillais sur cette étude-là pendant 3 ans, mais j'ai d'autres collègues qui travaillent sur d'autres études et ainsi de suite. Donc on n'a pas forcément besoin de recruter tous en même temps. C'est plutôt même étalé sur le temps, parce qu'on n'est pas tous au même stade en fonction de chaque projet. Donc régulièrement, très régulièrement, effectivement, on a besoin de recruter des participants. Mais ça peut être vraiment des personnes âgées en pleine santé, qui sont autonomes, des personnes âgées qui peuvent présenter quelques troubles cognitifs, légers, modérés, majeurs, ça dépend de l'étude qu'on va mener. Du personnel soignant, parce qu'on travaille en collaboration avec eux pour pouvoir concevoir et améliorer les prises en charge, les aidants familiaux, l'entourage. Et donc c'est vrai que nous on est plus spécialisés en gériatrie, mais ça nous est aussi arrivé de travailler avec des personnes, des enfants ou d'autres types de populations, d'autres types de publics, exactement. Donc oui, on peut nous contacter. En fait, on est au Broca Living Lab. Donc le Broca Living Lab, c'est l'hôpital Broca. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas vous donner l'adresse mail, mais dans l'idée, ce serait envisageable de nous contacter. Et régulièrement, on passe des annonces et on envoie à nos collègues, nos collaborateurs, des flyers ou même des fiches d'information en leur disant là on recrute, est-ce que vous êtes intéressé de participer, des choses comme ça. Après moi dans mon cadre, pour recruter mes participants sur l'étude Domirob, c'est vrai que je n'ai pas dit mais l'étude avec le robot s'appelle l'étude Domirob, j'ai pu contacter des mairies, j'ai contacté des associations de seniors, j'ai contacté des collègues avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, qui consultent encore actuellement avec des personnes âgées et qui ont la possibilité d'être en contact direct avec de futurs participants éventuels. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on travaille, qu'on essaye de recruter, attirer, on va dire, les personnes qui souhaiteraient participer. Et il y a beaucoup de personnes qui participent parce qu'en fait, elles aiment beaucoup découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai que c'est assez fun de découvrir des nouveaux robots, des nouvelles technologies. Enfin, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est vrai que moi, mes participants me disaient, le robot n'était pas forcément utile pour moi parce que je suis encore en pleine autonomie et je l'ai juste testé pour voir ce que c'était. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses. C'était très enrichissant, c'était très utile, c'était très, très sympathique. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a ces deux aspects-là. Il y a les personnes qui vont participer parce qu'elles vont rechercher peut-être
du réconfort ou, je ne sais pas, une réponse à une question qui peuvent se poser sur peut-être un mal-être ou voilà, pour tester certaines prises en charge, on va dire, entre guillemets. Mais il y a aussi celles qui sont là juste pour découvrir des nouveaux outils, des nouvelles choses, ou même qui aiment participer à la recherche parce qu'elles ont compris, qu'elles savent que c'est très important de participer à la recherche et que ça nous aide beaucoup, nous, à avoir des résultats intéressants. De nouvelles innovations pour le futur. Eh bien, merci Baptiste d'être venu nous présenter vos robots de téléprésence. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos spectateurs ? Déjà, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était très gentil de votre part de m'inviter. Et puis, effectivement, si jamais vous êtes intéressé pour participer à certaines de nos études, on cherche régulièrement des participants, des contacts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc nous on travaille à l'hôpital Broca et le nom du laboratoire c'est le Broca Living Lab. Donc ensuite je suppose qu'on va mettre un petit lien quelque part ou un contact pour pouvoir, un numéro de téléphone ou une adresse email pour pouvoir nous contacter. Donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez nous contacter tous les jours de l'année quasiment et on vous répondra très rapidement et on vous proposera également les études qui sont en cours parce que bien évidemment ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc voilà, si vous voulez tester des robots, découvrir les innovations pour certaines prises en charge ou pour certains professionnels qui souhaiteraient même tester certains outils, avec grand plaisir, n'hésitez pas à nous contacter en tout cas. Et puis un grand merci. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de notre émission InnoRobot et à très bientôt pour de nouvelles émissions sur notre canal Delta 7.